Nouvel épisode de La Coupure. Aujourd'hui, je reçois un invité de marque, un invité spécial. Je reçois Étienne, CFO de la marque Popeyes. Salut Étienne. Salut. Déjà méga content de te recevoir. Tu es l'invité qui représente la marque la plus forte en termes d'établissement, de points de vente que j'ai reçu jusqu'à présent. Donc hyper content de ça. Mais comme d'habitude, j'aime bien que l'invité se présente, donc je veux bien que tu nous dises qui t'es. Alors, contrairement à la plupart de tes invités qui sont à chaque fois des créateurs, qui ont créé un concept, qui ont lancé leur marque de restauration, moi, c'est pas le cas. Moi, mon job, c'est de m'assurer que les concepts durent dans le temps. Donc, moi, je suis sur la partie finance, donc CFO. Et j'ai déjà travaillé pour 3 marques, 3 belles marques. Alain Ducasse, qui est donc un chef que tout le monde connaît. La marque Cogent, qui est une marque de restauration rapide premium, qui a une 40aine de points de vente à Paris. Et depuis 1 an et demi, de Popeyes. Donc Popeyes, c'est le numéro 2 mondial du poulet frit. Et on est arrivé en France il y a 1 an et demi maintenant. 1 an et demi, trop bien. Donc beau parcours. J'imagine que oui, mais chez Ducasse, Cogent ou Popeyes, tu as fait toujours les mêmes métiers? Alors chez Ducasse, j'étais le responsable du contrôle gestion du groupe. Okay. Et à partir de Cogent, j'étais le directeur financier. Ok. Et sachant que Ducasse, tu connais bien sûr les restaurants, sous toutes leurs formes, mais tu as aussi plein d'autres choses. Tu as une chaîne d'hôtels qui s'appelle Château Hôtel Collection, enfin à l'époque. Je crois que maintenant ça s'appelle les collectionneurs. Ouais. Tu as des centres de formation pour la transmission du savoir, pour les particuliers et les professionnels, une chocolaterie, une maison d'édition, bref, c'est très très large. Ouais, beaucoup de choses à gérer du coup. Pour revenir, c'est surtout 2 marques que je trouve vraiment cool dans lesquelles tu as travaillé et une dont tu travailles actuellement. Au début, donc, du coup, c'est Cogent. Donc, Cogent, pour les gens qui ne savent pas trop, donc, c'est plus teinté salade bar, healthy. Il y a 40 restaurants, effectivement. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une marque qui dure depuis quelques années aussi, quand même. Ouais, Cogent, ça a été créé en 2001 par Alain Cogent, qui a ouvert le premier restaurant à la Madeleine et qui a ouvert il a vraiment ouvert petit à petit. Il ouvrait en moyenne 1 restaurant par an. Ok. Et donc, quand il a revendu, quand ça a été repris il a revendu la majorité de ses parts à des fonds. C'était en 2016 de mémoire, et il y avait une 20aine de restaurants. Okay. Et donc après, le fonds a accéléré le développement. Ok, donc pour aujourd'hui, je pense qu'il y en a, tu as raison, une 40aine aujourd'hui. Toi, tu es arrivé à quel moment chez Cogent? Je suis arrivé avant le Covid. Avant le Covid, ouais. Ok. Je suis arrivé 6 mois avant le Covid. Ok. Donc on était en pleine phase de développement. Le fonds avait repris l'entreprise 1 an avant à peu près. Et donc l'idée, c'était de dupliquer ce superbe concept qui marche très bien, le dupliquer, voir comment on peut le dupliquer ailleurs en France et ailleurs dans le monde. Ouais. Tu m'avais parlé de Londres, non, à l'époque, c'est ça? On avait ouvert des restaurants à Londres. Il y en avait 6 et qui depuis ont fermé. Parce que le Covid a fait très mal. Ouais, carrément. Et du coup, quand tu es arrivé chez Cogent, t'es arrivé à un moment où je pense que Cogent, entre 2001 et on va dire 2024 maintenant, il n'y avait pas autant de concurrence. Tu sais, les bars à salade, il y a eu une grosse mode qui s'est développée là-dessus. Toi, c'était quoi ton rôle? Comment tu as vu cette évolution-là du coup chez Cogent? Ce qui était intéressant, c'est que Cogent a toujours été pionnier. Dans les années 2001, c'est les premiers qui ont amené du quinoa. C'est les premiers qui ont amené tout ce type de céréales que tu ne trouvais pas ailleurs. Aujourd'hui, tu trouves une salade de quinoa, tu en trouves même chez Monoprix. Tu vois. Ouais, carrément. Donc c'est vrai qu'à l'époque, ils étaient vraiment, vraiment pionniers. Et c'est ça qui est le plus dur à garder. Donc d'être toujours à la pointe de tout ce qui peut se faire. Et moi, quand je suis arrivé, c'est une marque qui fonctionnait très bien. Ouais. Parce qu'il y a une très belle image de marque. Et qui est vrai. Je veux dire, c'est des produits de très grande qualité, sourcing local pour la plupart des produits. Et l'idée, c'est d'avoir tout dans un rayon de 200-250 km autour de Paris. Par exemple, le quinoa, le petit épeautre, c'est fabriqué dans le Berry. Tu vois. Donc, tu as vraiment des liens forts avec les agriculteurs. Et ça, je trouve que c'est la beauté de cette marque. C'est une marque avec des vraies valeurs sociétales, des vraies valeurs environnementales. À chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, tu abordes toujours sous ce spectre. Tu n'as pas que le spectre économique. Tu as toujours quel va être l'impact sur les équipes, quel va être l'impact sur l'environnement. Cogent donne tous ses invendus. Tous les soirs, il y a des gens à vélo, parce ils font très attention à leur impact carbone. Des gens à vélo qui viennent récupérer les invendus pour les distribuer dans les associations de quartier. Donc c'est vraiment une très belle marque. Avec des vraies valeurs RSE. Et de très beaux produits. Tu as beaucoup de produits bio, bien sûr. Et des recettes que normalement tu ne trouves pas ailleurs, parce que il y a toujours le petit twist, le petit détail qui fait la diff. Ouais, et puis je trouve qu'ils avaient un truc, alors je ne sais pas si c'est le cas sur tous les établissements, mais comparé aux bars à salade qu'on peut voir habituellement, c'était quand même des grosses unités. Donc il y avait vraiment ce côté aussi quand même restaurant. C'est-à-dire que tu étais entre le fast-food, là, comme on dit maintenant, mais entre je veux manger vite et bien, et en même temps je veux prendre le temps de bien manger, tu vois, de m'installer. Et puis je crois ce qui marque chez Cogent, c'est le service. Tu as toujours des gens hyper souriants. On a beaucoup d'étudiants
qui viennent de tous les pays. C'est une marque vraiment de Cogent. Ouais. Et des gens toujours souriants, avec le côté aubergiste du directeur. Et ça, je pense que c'était très apprécié par les clients. Trop bien. Et du coup, donc pour revenir à toi un petit peu, c'était quoi exactement toi ton rôle ? Même au global, je veux bien que tu nous donnes un peu plus ton poste, parce que CFO, pour plein de gens, ça va être en mode « Ah oui, je connais », peut-être pour d'autres moins le cas. Donc je veux bien que tu nous expliques un peu, et chez Cogent, et puis même au global, ce que tu fais. Ouais, donc CFO, c'est donc Chief Finance Officer, et donc DAF en français, directeur administratif financier. C'est un job qui est assez large en fait. Et qu'on peut séparer en deux pans. Et c'est dans le nom, administratif, financier. L'aspect administratif, c'est pas l'aspect le plus marrant, mais c'est important. Tu as tout ce qui est clôture des comptes, déclaration de TVA, enfin tous ces trucs-là. On va pas passer trop de temps dessus parce que je pense que ça angoisse, ça me donne des boutons. Je pense que ça intéresse personne. Et tu as toute la partie finance. La finance, c'est un groupe, donc la compta et le contrôle de gestion et tout ce qui est trésorerie. Et la chose sur laquelle tu as le plus d'impact auprès de la performance, c'est le contrôle de gestion. Où là, tu peux vraiment regarder ce qu'il en est de toutes les décisions que tu prends. C'est-à-dire, moi, il y a un état que j'adore qu'on appelle le menu engineering, qui est, tu regardes la popularité de tes ventes et la marge en argent. Et tu classes tes produits comme ça. Et ça te permet de voir quels sont les produits sur lesquels j'ai les meilleures marges qui sont le plus populaires. Donc, ceux-là, c'est ceux à pousser, évidemment. Ceux qui ont une très bonne marge, mais qui ne se vendent pas très bien. Donc, comprendre pourquoi. Peut-être les mettre davantage en avant avec le marketing. Les produits que tu vends très bien, sur lesquels tu as une marge moyenne. Je te prends exemple la Margarita chez Big Mama, qui est le produit que tu es obligé d'avoir. Produit d'appel. Voilà, que tu ne touches pas. Et tu as tous tes produits en questionnement, qui sont ceux avec une marge qui n'est pas terrible et qui ne sont pas très populaires. Donc ceux-là, en général, soit tu les squeezes, soit tu changes la recette, tu fais quelque chose. Et ce qui me plaît beaucoup avec ce graphe, c'est que les gens, dans la restauration, réfléchissent beaucoup en ratio, mais en pourcent. C'est-à-dire que tu vas dire, ouais, j'ai une marge de 70, c'est génial. Je trouve que c'est plus intéressant, et moi, j'essaie de former les gens à ça, à regarder en euros. Parce que la restauration, c'est un business, quoi qu'on en pense, où c'est essentiellement des coûts fixes. Ton électricité, ton loyer, tes produits d'entretien, que tu fasses 60, 80, 100 couverts, à la marge, ça sera les mêmes. Et je vais même plus loin, c'est-à-dire que sur ta masse salariale, pareil, que tu fasses 100 couverts, 120 couverts, ça sera la même. Chez Cogent, qu'on fasse 500 tickets, 550 tickets, c'est le même nombre de gens. Donc en fait, tous tes coûts sont quasiment fixes. Donc si tu as une approche que par le pourcentage et que tu vends un produit 25 balles avec une marge à 70, tu vas récupérer, je ne fais pas les calculs, 18-19 balles. J'ai un produit à 40 € avec une marge qui est moins bonne, à 60, mais ça va me générer plus de cash. Donc à main-d'œuvre équivalent, coût fixe équivalent, moi je préfère pousser le produit qui a 1% une marge moins bonne. Tu vois ? Et donc ce graphique-là, qui réfléchit en argent, c'est-à-dire ce produit me rapporte 8 €, je trouve qu'il est très intéressant. Je comprends. Toi, tu veux voir la valeur finale que va te rapporter le produit. Exactement, parce qu'on a beaucoup le PNL, c'est important, évidemment. Tout le monde suit ses ventes, son coût matière, sa masse salariale, ça c'est essentiel. Mais le nerf de la guerre, c'est le cash. Et tu peux avoir de très bons ratios et pas de cash à la fin. Donc ce qui compte, et moi c'est mon job de plus en plus, c'est la gestion du cash. Donc le cash, c'est cash is life. Donc c'est pour ça que cette approche-là, vraiment en argent, c'est important. Et par contre, tu disais un truc, à un moment, tu disais des produits qui sont un peu dans le milieu de gamme, mais qui ont une super bonne marge, du coup. Ceux-là, il faut qu'on les pousse. Ouais, mais tu dois avoir la frustration parce qu'il faut qu'ils répondent au marché aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une raison sur le fait que ils sont peut-être moins vendus ou autre. Cela, c'est important de la comprendre. Parce que des fois, c'est peut-être juste un ingrédient. Je te dis n'importe quoi. Chez Cogent, on mettait souvent, là je fais une spéciale dédicace à ma directrice R&D de chez Cogent, elle met souvent des raisins secs. Dans les raisins, c'est un certain coût, un raisin sec, et c'est assez clivant. Toi, parfois, juste enlever ça, tu peux gagner les 10-20 centimes qui te manquent, pour que ça devienne un bon produit. Au goût, objectivement, ça ne va pas changer grand-chose, et ça change ta perception. Et le menu engineering, pour tous les gens qui ont des restaurants, restauration à table, et donc chez Ducas, c'est là que je l'ai mis en place la première fois, je trouve que c'est essentiel que tes serveurs sachent les marges des produits qu'ils vendent. Chez Ducas, on n'est pas là pour dire la meilleure marge, c'est le foie gras, donc les mecs, en entrée, vous me vendez que des foie gras. Non, ça, c'est pas l'idée. Par contre, l'idée, c'est que tu es chez Ducas, tu peux partir du principe que tous les produits
sont très bons. Ouais, Enfin, Ducasse, il ne te sert pas une entrée qui n'est pas bonne. Donc tous tes produits sont très bons. Toi, tu sais que tu as 2 produits, le foie gras et la langouste, on s'en doute un peu, mais qui ont la meilleure marge. C'est hyper important que tes serveurs ils sachent, quand tu as un client qui hésite, toi, le serveur, tu n'as pas d'hésitation. C'est-à-dire tu ne commences pas à lui donner tes goûts personnels. D'accord, ok. Tu lui dis, foie gras, langouste, ils sont excellents. Tu vois, et ça, c'est des petits trucs, aucun investissement, rien. C'est juste informer ton équipe de ce qui est bien poussé. Parce qu'en général, on te fait vendre, dans un restaurant traditionnel, on te fait vendre ce qui est normal, sur lequel tu n'as plus beaucoup, tu as une DLC courte, où il t'en reste 3-4, donc tu veux les passer. Mais c'est important de leur dire aussi, et les gars, n'oubliez pas, la meilleure marge qu'on ait à la carte, en entrée, c'est le foie gras. Donc un client qui ne sait pas trop, vous m'envoyez un foie gras. Tu vois, mais c'est des hyper petits intéressant. détails. Ça, c'est mon job. Mon job, c'est améliorer la performance, donner les cartes au serveur, au directeur, à n'importe qui dans le restaurant, pour qu'il puisse justement faire le meilleur chiffre possible. Et quand tu donnes ces conseils-là, c'est parce que toi, tu as le sentiment que ce menu engineering dont tu parles, il y a, que ce soit dans la resto ou autre, c'est des fois peu ou pas assez utilisé ou regardé de la mauvaise manière. Je pense que c'est pas assez utilisé. Je te prends un autre exemple. On est toujours sur la même chose. Les linéaires chez Cogent. Premier jour où j'arrive chez Cogent, je suis en restaurant et je regarde comment se passe le rush. Donc, il faut savoir, chez Cogent, tu fais beaucoup de ton chiffre entre midi et 14h, quand bien sûr les gens viennent manger. Et donc, c'est des linéaires. Et donc, les linéaires, il y a plein de gens devant. Ouais. Et donc, du coup, quand tu arrives, toi, tu n'as pas envie de pousser tout le monde, tu vas regarder... Hauteur des yeux. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, premier truc que je me dis, c'est, je pense que plus c'est haut dans le linéaire, mieux ça se vend. Stratégie de grande distrib, en vrai. Dans la grande distrib, ils font ça depuis la nuit des temps. Mais là, c'est logique. Bien sûr. Parce que là, tu te rends compte qu'en fait, ce qui est en dessous, tu ne le vois pas quand il y a du monde. Et donc, en rentrant au bureau, je regarde les chiffres. Et il s'avère qu'en effet, tout ce qui est en haut, c'est les meilleures ventes. Donc, l'approche que tu pourras avoir, c'est pas celle qui a été retenue chez Cogent. Mais l'approche que moi, si ça avait été mon restaurant, j'aurais eu, c'est de dire, on met les meilleures marges en haut. Ouais. Pourquoi s'en priver ? Chez Cogent, c'est plus une approche par protéine, par couleur. Donc, c'est comme ça que le rayon est agencé. Mais tu vois, un autre moyen, aucun investissement à faire et t'améliores ta marge. Donc, c'est vraiment plein de petites queens. Les quick wins, j'adore. J'adore trouver des quick wins. Après, il faut juste se dire que même si ces produits marchent le mieux, encore une fois, que ça réponde effectivement aux besoins et aux attentes des clients à la fin. Tu vois. Je pars toujours du principe que si tu mets le produit à la carte, c'est qu'il est bon. Sinon, si on n'y croit pas, on l'enlève. Et est-ce que chez Cogent, tu avais le truc dans les bars à salade où tu peux faire de la vente additionnelle avec justement les suppléments à plus 1 euro, plus 2 euros, etc. Parce que c'est pas un bar à salade. Cogent, c'est pas comme un jour ou Mr Garden, Anka, voilà, où tu choisis vraiment ta salade Cogent. C'est des salades qui sont fabriquées tous les jours, fraîches, mais tu peux pas ajouter ce que tu as envie. C'est un produit déjà tout fait. Ok, parce que je pense, si c'était le cas, je pense que aussi c'est ce genre de choses où tu dois briefer les vendeurs, parce que je pense que tu parlais de cash en marge pure. Souvent, tu vois, les suppléments, tu dis quand même des fois, un 50, ça paraît rien psychologiquement, mais en marge, je pense que tu... Ah, mais moi, je pense souvent dans des salades bars, j'en ai une à côté de chez moi, et ça me fait toujours marrer, parce que moi, je pense un très bon client pour elle. Parce que moi, je mets que des crudités, pas de protéines. Donc, tout le temps, tu as le droit à 4 ingrédients. À chaque fois, elle me dit... Rajoutez-en un. Alors que le mec qui prend saumon, avocat, lui, je pense que c'est plutôt, non, vous, c'est 3 en fait. Mais tu vois, justement, c'est que souvent, tu vois, l'avocat et le saumon qui sont des produits chers, tu as plus 1 euro si tu prends ce truc-là, etc. Ouais. Et d'ailleurs, dans un parallèle, ça va nous faire une transition sur Popeyes, mais tu vois que sur les suppléments, McDo, ils ont ajouté ça dans leur borne maintenant, ou sur chaque burger, c'est marrant, avant, c'était pas le cas. Ils te proposent du coup l'extra cheddar, bacon, etc., qui vont chercher de la vente additionnelle là-dessus. De toute façon, c'est ce que les clients recherchent le plus, c'est la personnalisation. Parce que tu viens dans une chaîne et en fait, tu as l'impression que le burger est fait pour toi. C'est ça toute la magie de la personnalisation. Chez Cogent, on le faisait sur les boissons, où tu pouvais rajouter des graines de chia ou je ne sais quoi dans ta boisson. Chez Starbucks le fait très bien et c'est vrai que maintenant les grandes marques le font, tu peux rajouter du cheddar, du bacon et c'est vrai que ça te donne l'impression vraiment, tu passes d'un truc mass market où tu avais 50 Big Mac dans le linéaire derrière toi à aujourd'hui, je veux mon Big Mac avec plus de cheddar et tu as ton Big Mac, le tien, celui d'Oregon. Non, mais et les marques elles recherchent de plus en plus ça. La personnalisation c'est pas facile à mettre en place parce que quand tu as des process et que tout est calibré, c'est un petit travail différent, mais tu es obligé d'y aller.
grave intéressant. Rien que déjà ce que tu as expliqué sur le menu générique, je trouve ça hyper cool. Donc Cogent, qui était une marque qui se développait à l'international mais française, tu prends un virage du coup qui est quand même assez fort. Popeyes, c'est 4000 restaurants dans le monde si je dis pas de bêtises. Vous êtes arrivé en France il y a 1 an et demi et en plus de ça, ce qui est marrant, tu le diras mieux que moi, mais Cogent est sur un positionnement hyper healthy et c'est hyper assumé sur le fait que c'est sain, circuits courts, etc. Et chez Popeyes, tu passes du coup sur une partie fast-food, qui ne veut pas dire, attention, que c'est pas forcément de qualité, mais du coup, c'est quand même une autre typologie, on va dire. Pourquoi ce choix-là Pourquoi ce choix-là, tout simplement? Le choix qui était intéressant sur Popeyes, c'est que j'ai jamais été à l'origine d'une marque. Tu vois, de créer une marque, partir de rien. Et donc là, c'était vraiment ça le challenge, c'est partir de rien. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas de système. Enfin, il y avait un vieux système qu'il fallait changer. Donc, il a fallu déjà choisir le format du PNL, par exemple, du reporting, compte de résultats. Sous quel format tu allais le présenter. Donc ça, c'était hyper intéressant de savoir quelle ratio on allait mettre en avant, parce qu'on a différentes strates d'EBITDA, l'EBITDA des restaurants, l'EBITDA avec les frais de siège, l'EBITDA avec les frais avant ouverture. Okay. Donc tu vois, c'est vraiment découper ton PNL pour avoir la meilleure analyse et la plus fine possible. Et ensuite, de choisir tes systèmes. Aujourd'hui, tu as des systèmes super qui existent, du Sage, du Cegid, qui sont 100% dématérialisés, qui coûtent beaucoup moins cher que tous les vieux systèmes que tu pouvais avoir avant, et en fait qui sont assez simples à mettre en place. Alors tu ne le mets pas en place tout seul, j'ai été aidé bien sûr par un cabinet, mais en 2 mois, on a choisi notre système et on l'a implémenté. Okay. Et donc ça, c'est hyper intéressant, c'est la première fois que je pouvais le faire. Et après, monter ton équipe, c'est parce que les gens avec qui tu travailles, c'est quand même le plus enrichissant. Et pouvoir avoir la chance de choisir 100% de ton équipe, c'est top. Et puis installer une marque. Alors moi, je suis fan de fast-food. On se moquait souvent de moi chez Cogent, tu vois, parce que je voulais des trucs un peu plus cochons. Ouais. Et maintenant, tu es passé sur les bars à salade, t'as dit. Parce que maintenant, tu manges... C'est vrai. Tu sais, quand tu as mangé 3 ans et demi Cogent tous les jours, tu commences à aimer le quinoa. Et donc, installer cette marque, qui en plus est une marque qui est différente des autres marques de fast-food. Donc nos concurrents, bien sûr, c'est McDo, Burger King, KFC et puis tous les autres différents acteurs qui font du poulet. Mais par rapport aux grosses marques, parce que nous, on reste une grande marque, il y a plus de 4000 restaurants, comme tu l'as dit, dans le monde, c'est qu'on fait du poulet frais. Donc nous, on est spécialité poulet, donc un peu sur le même registre que KFC, sauf que notre poulet, nous, il est frais. Et donc ça, c'est quand même toute la différence. On est une marque qui vient de Louisiane. On est donc fortement teinté épices. Donc notre poulet est mariné pendant 12 heures dans des épices cajun. Donc déjà, ça lui donne un goût. Il est pané sur place dans les restaurants, à la demande. Il est frit sur place et il est frais. Donc honnêtement, ça fait vraiment toute la différence. Et les quantités, je vous invite tous bien sûr à les goûter évidemment. Les quantités sont bien supérieures à ceux de nos concurrents. Alors ça, je confirme, du coup, on se l'est dit juste avant le podcast, j'ai testé il y a une semaine et c'est vrai que les quantités, j'étais assez surpris, mais agréablement du coup du côté positif quand c'est arrivé, parce que c'est vrai que des fois dans les fast-food, tu te dis c'est pas cher, et encore, tout a un peu augmenté, mais c'est vrai que là pour le coup, t'en as quand même pour ton argent à la fin, tu vois. Clairement, parce qu'on est sur le même positionnement prix que les autres. Et tu as des ingrédients donc frais, donc on a parlé du poulet, mais pas que, parce qu'on a une gamme assez courte, parce que c'est ça l'idée quand tu fais du frais, c'est d'avoir une gamme assez courte. On n'a pas 50 sandwichs à la carte, on fait des tenders, des wings, notre spécialité qui est un poulet entier frit, découpé en 9 pièces. Donc ça, c'est que tu trouveras nulle part ailleurs. Ton petit poulet du dimanche, si tu as envie de venir, il ne sera pas rôti, il sera frit. Et donc 6 ou 7 sandwichs. Et dans nos sandwichs, c'est des produits pareils de qualité. Dans notre sandwich de luxe, c'est du Cantal AOP, c'est de la sucrine. Donc de la sucrine, c'est une salade qui est assez chère, qui est fraîche. Donc vraiment des beaux produits. Et c'est ça qui m'a attiré. C'est-à-dire, c'est développer une marque, mais une marque avec des produits de qualité. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel, moi, durant toute ma carrière dans la restauration, c'est important pour moi. Tu vois, Ducasse, c'est des restos 3 étoiles, des bistrots, mais c'est de la haute gastronomie avec des super produits. Cogent, c'est, on l'a dit, beaucoup de bio, des circuits courts, des vraies valeurs humaines derrière. Et Popeyes, c'est pareil, c'est du fast-food, oui, mais c'est du fast-food avec des bons produits à un prix complètement en ligne avec les autres. En plus, en fait, tu as une ligne directrice quand même sur la qualité produit, quand même, on va dire, ou qui te tient à cœur quand même. Pour moi, c'est important. Mon grand-père était chef cuisinier. Mes 2 frères ont des restaurants. J'ai fait beaucoup de services dans leur restaurant, dans d'autres restaurants. Donc, c'est quelque chose pour moi. J'adore la restauration, mais si j'en fais, je ne veux pas faire de la restauration low cost. Ça ne m'intéresse pas.
Et tu disais un truc, donc du coup, ce qui t'a plu dans le challenge, c'est que t'es arrivé, t'as construit ton équipe, etc. J'ai 2 questions par rapport à ça. Du coup, t'es arrivé vraiment au tout début où il y avait... Je suis arrivé juste après l'ouverture vraiment du premier qui a été ouvert vers Gare du Nord. Ok, trop bien. Et tu disais, du coup, tu as construit ton équipe. Aujourd'hui, comment s'articule ton équipe ? Tu disais tout à l'heure qu'il y avait plein de postes différents. Donc, nous, dans mon équipe chez Popeye, c'était la finance, la comptabilité et le juridique. Donc, au contrôle de gestion, j'ai un responsable contrôle de gestion, une contrôleuse de gestion, une stagiaire. À la compta, j'ai un responsable comptable, un comptable et une directrice juridique. Ok, donc qui te permet d'articuler tous les pôles que tu pilotes, on va dire, au quotidien. Exactement, parce qu'on a un développement très rapide. Aujourd'hui, on a déjà 15 restaurants. On va en ouvrir encore 8 d'ici la fin de l'année. Donc, on sera à 23 ou 24 en fin d'année. Et l'année prochaine, encore une quinzaine. Et puis ça va continuer. Ouais, l'objectif, c'est d'être partout en France. D'être partout en France, ouais. Ok. 250 restaurants à horizon une dizaine d'années. Ok. Et, un beau développement. Ouais, non, mais en vrai, et puis en fait, du coup, pour bien comprendre, est-ce que vous êtes soutenu du coup par le siège dans les développements comme ça ? Parce que c'est quoi le statut ? C'est une master franchise ? Alors nous, on a la master franchise pour la France. Donc comme tu as Groupe Bertrand qui a la master franchise Burger King pour la France, nous on a la master franchise Popeye pour la France et Monaco. Et donc nous, notre relation, RBI, qui est donc notre master franchisé, c'est avec lui qu'on doit valider tout ce qu'on fait, la plupart des choses, que ceux qui sont détenteurs de la marque. Donc on ne peut pas demain nous s'amuser à faire un burger de bœuf, par exemple, parce que ça n'a rien à voir avec l'ADN. Donc déjà, on n'aurait pas cette idée, mais c'est pour te prendre exemple. Ouais, bien sûr. Dire où le mec dit, non, ça va pas avec notre marque. Donc eux, ils sont garants de la marque. Et donc normalement, ils nous aident pour... on valide avec eux tous nos développements produits, nos communications. Parce que vraiment, tout ce qui touche à la marque, c'est important que ce soit... validé par le master franchisé. Trop bien. Comme nous. Donc là, pour l'instant, tout est en propre. Et on va développer la franchise. Donc ça, c'est la prochaine grande étape. Bien sûr. Puisque pour se développer... Alors, la franchise, pourquoi y aller ? Parce que quand tu veux te développer vite, bien sûr. Ça permet de te développer beaucoup plus vite. Et quand tu es dans des marchés, donc nous, le siège est à Paris, gérer tout ce qui est loin de Paris, c'est sûr que en général, et tous les autres réseaux l'ont montré, c'est quand même plus simple à gérer par un franchiseur local. Bien sûr. Qui lui en plus en général a encore des meilleurs ratios que la maison mère. Et ça d'expérience, c'est ce que j'ai vu à chaque fois. Il a souvent des meilleurs ratios parce que sur sa casse, il peut être meilleur. Sur ses mises en place de personnel, en général, il est meilleur. Et donc on va aller sur la franchise. Après les chefs d'entreprise du coup quand même, donc du coup il a investi de l'argent, donc je pense que l'investissement aussi personnel du coup est hyper important. Tu vois. Complètement. Et donc on ira sur la franchise, les premiers franchisés en 2025. Ok, trop bien. Et j'ai une question par rapport à ça, je sais pas si toi tu as la réponse, mais j'avais entendu d'autres chaînes aux États-Unis, notamment Shake Shack, je crois, qui hésitaient à venir en France parce qu'ils trouvaient que tu es dans le pays du coup de la gastronomie, il y a énormément de restos, il y a beaucoup de chaînes implantées. Popeyes finalement arrive en 2023, 2022. Fin 2022. Ouais. Non, tu as raison, on est en 24, en 23, 2023. Du coup, est-ce que c'est pas un peu un pari aussi du coup de se lancer où il y a déjà une grosse implantation sur, c'est pas les États-Unis, tu vois, on est 67 millions. Est-ce que mais surtout quand tu regardes le nombre de restos, parce que si tu regardes que les grandes chaînes, tu as 1500 McDo, 500 Burger King, 350 KFC. Comment tu te fais une place, tu vois ? Eh ben ça va sûrement te surprendre, mais le marché, pour l'instant, il n'est pas du tout à saturation. C'est-à-dire que quand on ouvre un restaurant, on ouvre toujours à côté d'un de nos concurrents. Enfin, toujours, en général. On a toujours de toute façon, un McDo, tu en as toujours un pas loin. On ne va pas les se mettre au fin fond d'une impasse. Donc, tu as toujours tes concurrents pas loin. Et ce qu'on observe, c'est qu'on fait les chiffres qu'on attendait, voire même meilleurs en général. Et que nos concurrents, ça leur fait très peu d'impact au final. Donc, KFC, c'est peut-être un peu différent, mais un McDo ou un Burger King, ça lui fera, il continuera à faire son chiffre et nous, on fera le nôtre. Donc, le marché français, au final, semble infini. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est quand même fou parce que tu te dis, tu vois, il y a quand même, au-delà même des chaînes, il y a énormément d'indépendants. Tu vois, là, des fois, je me fais encore la réflexion, dans Paris, il y a un resto tous les 5 mètres. Donc, tu vois, gagner sa place, et même pour une chaîne qui est déjà grosse comme Popeyes où il y a 4000 restaurants, il y a quand même peut-être une part de risque, tu vois, d'arriver sur le marché français. Une marque qui n'est pas très connue en France en plus. C'est ce qu'on a. Alors Popeyes a été créé en 1972, donc c'est quand même c'est vieux, mais ça fait assez peu de temps qu'ils mettent l'accélérateur sur l'Europe. Aujourd'hui, tu l'as en Angleterre, en Espagne,
dans des pays nordiques. Donc la Turquie qui est un gros marché pour Popeyes. Donc ça commence vraiment à se développer fort en France. Ok. Mais c'est vrai que c'est récent. Non, trop bien. Pour revenir juste rapidement donc sur, on va revenir un peu sur le menu dont tu nous as parlé. Ouais. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que tu as vu une grosse différence du coup entre Cogent et Popeyes, même par rapport au menu engineering? Est-ce que tu regardais du coup les mêmes KPI? Est-ce que tu suivais d'autres choses? Et comme du coup, tu es quand même sur un business model hyper différent, parce que le fast-food, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même du volume pour être rentable, des marges plus faibles, vu que tu as un panier moyen normalement plus bas. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur toi les différences? Alors, ce qui va te surprendre, c'est peut-être que Cogent et Popeyes, au final, c'est quasi. Je parle en ratio. Hein. Okay. C'est à peu près les mêmes choses que tu suis. Un restaurant à table comme Ducasse, c'est vraiment différent. Parce que Cogent et Popeyes, c'est des business de volume. Donc, il faut faire du volume. Je veux dire, si demain, dans un Popeyes, je fais 100 tickets jour, ça va être très compliqué. Un Cogent, pareil. Un Ducasse, 100 tickets jour, tu vis très bien. Hein. C'est pas du tout le même ticket moyen. Et la restauration, au final, c'est ça que je trouve sympa. C'est que c'est pas compliqué. Je veux dire, c'est des gens font un ticket moyen. C'est aussi simple que ça. Pour la top line, j'entends. Ouais, bien sûr. Mais je veux dire, c'est pas dur à comprendre et tu peux facilement avoir des impacts. Tu vois, tous les petits sujets dont on parle au début, c'est des petits trucs, mais qui te font gagner 1 point, 2 points, 3 points de marge sans absolument rien faire. Après, dans toutes ces chaînes de restauration, c'est les mêmes choses. C'est comment avoir le meilleur coût matière, c'est-à-dire acheter le mieux et vendre au meilleur prix. Ça aussi, c'est deux choses. C'est comment j'achète le mieux. Alors des fois, tu peux bénéficier du volume. Comme nous, Popeyes, normalement, plus on va en avoir, plus on va bénéficier de cet aspect-là. Acheter des produits de qualité assez proches. Et Ducasse, c'est encore une gamme. Ducasse, il a des fournisseurs que pour lui. Il y a des fraises dans le jardin du château de Versailles qui sont que pour Alain Ducasse. Bon, ça coûte très cher, mais donc ça se vend très cher aussi derrière. Mais donc ton coût matière, dans tous les secteurs, ça sera suivi hyper près. Les pertes, suivre tes pertes, bien sûr, ça c'est important. Tu as des marques connues, inconnues. Et l'autre ratio important, c'est tes frais de personnel. Et ça, c'est pareil que tu sois chez Cogent, chez Popeyes ou chez Alain Ducasse. Mais ces ratios n'ont rien à voir. C'est-à-dire que ma marge chez Ducasse, elle était en pourcentage moins bonne, mais en valeur, rien à voir. Pareil, les mises en place de personnel, tu ne peux pas comparer un service à table, donc un restaurant traditionnel, avec du fast-food où tu peux avoir du service à table, comme nous on fait chez Popeyes. Hein. Tous les clients sont servis à table, mais ce n'est pas le même service que dans un étoilé. Donc tes ratios, c'est les mêmes que tu suis, mais ce n'est pas du tout les mêmes fourchettes. Par contre, à la fin, ton taux d'EBITDA, tu tournes souvent autour des mêmes chiffres, quand même. À la fin, donc ça s'équilibre. Tes frais fixes sont moindres dans un restaurant avec des meilleurs tickets, en pourcent, là, pour le coup. Mais ton taux d'EBITDA à la fin reste à peu près... De toute façon, pour gagner de l'argent en restauration, il faut que tu sois au moins à 10-15%. Quel que soit ton modèle. Hein. Parce que derrière, si tu as un siège... des coûts de siège, il ne faut pas que ton siège pèse plus de 10% en général. Bon, tu vois, si tu n'as pas déjà 10-15% d'EBITDA, ça devient compliqué. Donc, c'est quand même la target. Et l'indicateur dont on parle pas beaucoup, je trouve, alors que c'est le plus important, c'est ce qui s'appelle le prime cost. Le prime cost, c'est ton coût matière et ton payroll. Et ça ne doit pas dépasser 60%. Voilà, c'est la règle. Pas la règle d'or, mais si tu es en dessous des 60%, normalement, tu es déjà bien parti. Mais ça, on l'apprend où? Parce que tu vois, je reçois beaucoup de gens, du coup, comme tu le disais au tout début, où soit ils ont un resto, soit ils en ont 5, 10, ils sont dans le développement. Et en fait, notamment, j'ai reçu à un moment quelqu'un qui s'appelle Otto, qui a monté un restaurant qui s'appelle Choukran. Et lui, il a un côté très finance. Il avait déjà monté 1 ou 2 autres restos. Et lui, pour lui, c'est la base. Tu vois, la finance, au début, dans un resto, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Et pourtant, dans les restaurateurs, quand ils lancent un resto, c'est pas une partie qu'on oublie ou qu'on omet, mais c'est pas la première chose à laquelle on pense. Mais je pense qu'ils y pensent pas, mais ils le font naturellement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une fiche technique quand ils vont préparer un plat. Ils vont faire une recette. En face de sa recette, ils vont mettre le coût. Ça va leur donner l'escalope milanaise, elle coûte 3,50 €. Et là, inconsciemment, ils vont se dire, bon, il faut que je fasse un x4. Bon, voilà. Donc, ils le font sans savoir qu'ils le font, si tu veux. Mais c'est un peu de la gestion de bon père de famille, un restaurant au final. Rapidement, surtout quand c'est ton argent, tu te rends compte que tu aimerais bien avoir 4 serveurs, mais que ça ne va pas le faire. Parce que, en fait, ça passe avec 2. Et en cuisine, pour faire tes prix, si tu ne fais pas comme on vient de se le dire, c'est-à-dire si tu ne fais pas un vrai costing de ce que ça te coûte, ce que tu mets dans ta recette, rapidement, tu vas te rendre compte qu'à la fin du mois, tu n'as plus assez de cash dans ta caisse. Et on en revient toujours au même.
à la fin, c'est le cash qui... Ouais. C'est vraiment l'indicateur. Parce qu'on parle du taux de marge, de tout ça. Mm. Ça, c'est important, bien sûr. Mais l'indicateur le plus important, c'est le cash. C'est le cash. Toi, ce sera un peu le maître mot. Ce sera peut-être le titre du podcast. Non, le plus important, pas. c'est le cash. Non, mais en vrai... Mais c'est vrai que c'est essentiel. Ouais. Enfin, parce qu'on a la chance, dans la restauration, d'être sur un BFR qui est à ton avantage. Puisque, en général, toi, tu achètes ton food ou ton bev et tu le payes entre 20 et 30 jours. Et toi, tes clients, ils te payent tout de suite. Donc, déjà... D'accord, tu as un stock de base initial, mais rapidement, tu as un BFR qui est correct. Ça, c'est le gros avantage du secteur. Et après, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore, mais qui est hyper important, c'est la livraison. Parce que la livraison, ça a été un énorme game changer pour tous les types de restauration. Je m'explique. La livraison, ça peut être bien quand c'est des clients quand c'est de l'incrémental. Parce que, comme tu le sais, comme je pense les auditeurs le savent, les commissions sont très élevées. Et du coup, si tu passes d'un client qui était avant dans ton restaurant, ou qui avait qui achetait au prix normal, tu n'avais pas de surcommission sur lui, demain, ce client-là, il passe en livraison. Je veux dire, si tous tes clients font ça, tu vas fermer boutique parce que tu gagneras plus ta vie. Donc la livraison, c'est à double tranchant. Soit c'est de l'incrément et c'est génial, soit ça te prend des clients qui étaient avant clients physiques, et ça, c'est plus embêtant. Donc moi, j'ai tendance à le voir un peu comme un investissement marketing. C'est important d'être sur les marketplaces. Je suis complètement d'accord. Pas le choix. Je suis complètement d'accord. Tu peux pas ne pas être sur Deliveroo ou Uber aujourd'hui, c'est impossible. Surtout de la restauration rapide. Nous, Popeyes, on est évidemment sur les deux plateformes. Et c'est des investissements importants. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça compte pour la reconnaissance de ta marque. Et ce que je ferai comme reproche à nos amis des plateformes, c'est qu'on n'a pas d'accès à la data. La data, et toi tu le sais puisque tu travailles dans la feed, mais c'est le gros changement aujourd'hui. Et eux, ils ont une masse de clients énorme. Et toi, restaurateur, tu n'y as pas accès. Et ça, c'est assez frustrant. Parce que toi, aujourd'hui, du coup, cet angle mort t'empêche de savoir tes clients resto qui sont passés sur la livraison ou inversement. Exactement. Est-ce que c'est... Alors, tu sais, Deliveroo ou Uber Eats vont te dire c'est un nouveau client. Ok, super. Il a commandé plus de 5 fois. D'accord. Mais comment ? Et tout l'enjeu, moi... Alors là, je parle pour moi, de toute façon. Enfin, depuis le début, je parle pour moi. Mais... je veux dire, pour moi, tout l'enjeu, c'est d'arriver à transformer un client Deliveroo en un client Popeyes. Enfin, c'est ça. Arriver à le faire venir dans notre restaurant. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, l'expérience, n'importe quelle marque. Bien sûr. En livraison, c'est pas la même que quand tu viens au restaurant, où tu manges toujours à bonne température. Parce que chez toi, des fois, ça arrive froid. Et c'est de la faute d'aucune marque. Non, mais bien sûr, mais il y a un moment, tu perds la main, de toute façon. Exactement. Que tu donnes, en plus, un service externe, entre guillemets, donc c'est normal. Alors que ce qui est sympa chez Popeye, c'est aussi toute l'expérience client. On te sert à table, on te débarrasse. Tu vois, tu manges, c'est meilleur quand c'est chaud. Bien sûr. Là, si ça arrive 45 minutes après, t'es Thunder, c'est un peu moins bon quand même. Il faut faire réchauffer. Donc, je trouve que l'expérience client, en restaurant, c'est quand même autre chose. Et c'est important pour les marques, quelles qu'elles soient, d'arriver à faire revenir les clients dans le restaurant. Et du coup, toi, comment tu le pilotes justement dans ton prévisionnel, etc. Est-ce que du coup, tu as mis une limite sur la livraison ? C'est-à-dire que tu dis qu'un resto, il ne faudrait pas qu'il dépasse X%. On n'est pas encore, nous, sur des taux où il y a des restaurants, des marques dans notre secteur, ils font plus de 50% de livraison. Voilà. On n'en est pas là encore. On est jeunes. Il y a des restaurants qui font énormément de chiffres en livraison, mais aucun sur ce niveau-là. Nous, c'est pas un sujet encore. Et encore une fois, parce qu'on n'est pas encore une marque très connue. C'est un investissement marketing encore. Moi, je le vois vraiment comme ça. Mais moi, je suis hyper d'accord là-dessus. Je le vois vraiment comme ça. Ça fait connaître la marque. Et je trouve que quand tu arrives dans une ville, par exemple, on est arrivé à Lyon. On avait un restaurant à Lyon, Lyon-Pardieu. On a une dark kitchen à côté pour livrer la plus grande partie. Donc ça te permet, en plus d'asseoir un peu de faire connaître la marque, tiens, tu le vois sur Deliveroo, sur Uber Eats, tu fais tiens, Popeyes, et en fait, tu te rends compte que tu as un restaurant qui est arrivé dans la ville. Si jamais tu as échappé à notre plan de com, ce qui peut arriver. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez dans des villes comme ça... On essaye de faire un petit peu de bruit, après avec nos moyens. Aujourd'hui, on reste une marque avec 15 restaurants. Donc, on a moins de moyens quand on en aura 100, et puis exactement, où là, tu bénéficies de la notoriété de ta marque. Et c'est encore sur ça qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui, c'est la notoriété de la marque. Après, avec les emplacements, si à chaque fois tu essaies de te mettre à côté des gros, ça te fait un marketing naturel. De toute façon, je vais rien t'apprendre, la restauration, il y a 3 principes. Le flux. Voilà. Une fois que tu as garanti ça. Alors ça, c'est ce qu'on dit souvent. Et j'ai appris autre chose chez Alain Ducasse. Pour lui, la restauration, si tu réussis sur 3 choses, tu es sûr que ton resto marche.
ton offre, donc la qualité de ton offre, le service impeccable, et le décor dans lequel tu es. Et ça rejoint ce qu'on disait sur les livraisons, c'est qu'aujourd'hui, les concepts qui marchent bien, je t'en prends 2 que j'aime bien, c'est Big Mama et Ephemera. C'est des restaurants où t'as pas envie de les prendre en livraison parce que tu as envie de vivre l'expérience dans le restaurant. Carrément. C'est des restaurants, Ephemera, c'est des restaurants immersifs. Bon, Big Mama, je pense que maintenant tout le monde connaît. C'est des trattorias italiennes avec un service. Et tu retrouves, dans les 2 concepts dont je viens de te parler, tu retrouves tout ça. Un super service, jeune, décontracté, sympa. Une bouffe quali. Carrément. C'est pas de la bouffe 5 étoiles, mais c'est pas ce que tu recherches. Non, mais c'est rapport qualité-prix, c'est ce que tu recherches. Ouais. Et t'as un emplacement, il y a du monde, c'est sympa. Et je trouve que c'est un conseil qui m'est donné, et je trouve qu'aujourd'hui, je le garde souvent en tête. Mais surtout, Ephemera, je suis assez d'accord, parce que moi, j'avais testé du coup celui où l'océan, je sais plus comment il s'appelle. Under the Sea. Under the Sea. C'est mieux, c'est plus stylé en anglais. Et j'avoue, en fait, à part eux, t'as jamais vécu une expérience comme ça. Exactement. Et de toute façon, dans tous les podcasts, on en parle. C'est marrant parce qu'il y a plein de trucs différents. Tu vois, tu disais les 3 choses, tu disais le flux. Il y en a plein qui parlent encore de l'emplacement, qui est pour eux encore, tu vois, le truc. Ça va avec le flux. Mais c'est en lien, évidemment, avec le flux. Et effectivement, mais quand même, les 2 trucs qui reviennent souvent, c'est le produit, donc la qualité, et l'expérience client. Je pense que maintenant, les gens, c'est ce qu'ils recherchent à chaque fois. Tu veux, en fait, poser ton cerveau quand tu vas au resto et oublier, en fait, ton quotidien, en gros, et t'évader le temps d'1 heure, 1h30, tu vois. Et puis, tu as une offre aujourd'hui, mais dans n'importe quelle ville, tu as les chaînes comme nous, Popeyes, tu as du McDo, mais tu as aussi tous les petits indépendants qui font 50, 60 couverts. Et si tu veux te démarquer, tu es obligé d'avoir ces 3 choses-là. Si t'as pas... Et même si tu en manques un, je trouve que si tu en manques un, je suis pas confiant sur le futur. Ouais, carrément. Et tu disais un truc sur Big Mama, par contre, sur la livraison, c'est qu'eux, ils avaient fait un truc un peu différent, c'est qu'ils ont créé une marque, en fait, pour pas... exactement, pour pas, en fait, détériorer leur image de marque de Big Mama, ils ont créé une marque à côté qui s'est appelée Napoli Gang, et qui était du coup assez smart, parce que... Qui était smart, mais je crois pas que ça ait très bien marché. On en entend beaucoup moins. C'est vrai que tu as raison, on les voit moins. Mais au début, ils avaient mis Napoli Gang by Big Mama. Justement, je pense que c'était au début pour l'acquisition. Et c'est vrai que maintenant... je les vois, mais peut-être sous le nom de... Mais si tu réfléchis bien, dans toutes les boîtes qui ont lancé leur application ou quoi que ce soit, je peux en parler parce que Cogent, on a lancé notre application pendant le Covid. Okay. Si tu regardes bien aujourd'hui, les seuls qui fonctionnent, c'est McDo. Si tu regardes dans ton portable, je pense que la seule que tu as, c'est peut-être McDo, peut-être Burger King, mais je pense que tu n'en as aucune autre. Parce qu'aujourd'hui, la porte d'entrée, quand tu veux... si, c'est vrai. Quand tu veux te faire livrer à manger, la porte d'entrée, c'est Marketplace. Tu vas rentrer par Deliveroo, Uber Eats. Jamais. Et nous, on réfléchissait, Popeyes, à lancer notre appli, mais pour l'instant, on ne va pas le faire. On n'a pas une notoriété. C'est beaucoup plus simple. Quand tu es sur une Marketplace, tu arrives et là, tu te dis « Ah tiens, je me ferais bien un Popeyes ». Tu vas plutôt le penser comme ça aujourd'hui, parce qu'on n'a pas une marque encore extrêmement connue en France, que de rentrer par ta propre appli. Et donc, pour le faire, il n'y a que des géants comme McDo qui ont 1500 restaurants, ou McDo, tu te dis, je vais me faire un McDo. Et encore, tu sais, je serais curieux de savoir. J'ai mis beaucoup de temps à télécharger l'appli McDo, alors que je pense que je mange McDo depuis longtemps. Et en plus de ça, je suis un peu biaisé parce que je travaille dans la feed et qu'il y a un moment, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Et je dois avouer un truc, ils m'ont eu parce que maintenant, j'utilise régulièrement le programme de feed de McDo. Qui est très bien d'ailleurs. Qui est très bien. Mais tu vois, la proportion de gens qui ont l'appli versus la proportion de clients qu'ils ont, je sais pas en vrai si les ratios sont si bons que ça, tu vois, chez McDo aujourd'hui. Mais ils n'ont même pas besoin que tout le monde l'ait, parce que l'intérêt aujourd'hui, et ça tu le sais mieux que moi, c'est la data. La data, c'est essentiel. Et c'est ce que je reproche à Deliveroo Uber Eats, c'est qu'on n'a pas accès à la data. Et c'est ça qui fait que tu as envie de lancer ton appli et que tu as envie que les gens commandent sur ton site internet. Parce que c'est ton seul moyen aujourd'hui d'avoir de la data. Ou alors, lancer ton programme de feed. Et le programme de feed aujourd'hui, toutes les enseignes le font. Mais c'est essentiel. Enfin, pour connaître tes clients, rien de tel. Moi, j'aimerais. Nous, on n'a pas encore de programme de feed, on va en lancer un. Et j'aimerais, moi, aujourd'hui, savoir que tel client, Aurélien, il vient tous les mardis et il prend toujours un menu chicken sandwich. Et ben, le jour où le jeudi, c'est les promos chicken sandwich, et ben Aurélien, je vais le prévenir. Je vais dire, tiens, jeudi, il y a une promo sur le chicken sandwich. Le jour où je vais lancer le chicken sandwich amélioré parce que je vais rajouter un ingrédient dedans, je vais communiquer Aurélien pour dire, tiens, le chicken sandwich, on le booste avec du bacon et du cheddar, bah, viens le tester. Et là, tu peux vraiment travailler tes clients avec en plus une offre personnalisée. C'est-à-dire que je sais que tu aimes le chicken sandwich,
eh ben, je vais te faire des offres autour de ça. Ou au contraire, je vais en profiter une fois parce que tu prends que ça. Eh ben, je vais te faire une promo parce que je sais que les gens chez moi qui mangent du chicken sandwich, ils adorent aussi le Deluxe. Eh ben, un jour, je vais te faire un point sur le Deluxe qui en plus a une meilleure marge. Alors, on perd pas le nord. Là, je parle pas dans la vraie vie, je parle dans notre cas de figure. Donc sur mon Deluxe, il y a une meilleure marge pour te le pousser. Bien sûr. Tu vois ? Carrément. Et potentiellement même me faire découvrir un produit que je connais. Et tout le monde est gagnant. Ouais. Et regarde, c'est la puissance d'un truc comme Spotify que moi j'adore. Donc là, on parle sur la musique, où il passe son temps à me pousser des trucs que je ne connais pas, mais qui sont en lien avec ce que j'aime. Et je découvre plein de choses par ce biais. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça renforce ton attachement à l'application, à la marque. Demain, j'ai pas envie de m'en aller sur Deezer. Ouais, carrément. Parce que j'adore cette expérience. Ben, moi, j'aimerais qu'on arrive à faire ça avec notre programme de feed. C'est-à-dire pouvoir vraiment, sur chaque individu, savoir exactement ce qu'il aime, lui pousser ce qu'il aime et faire qu'il vienne le plus souvent possible. Et tu sais, en plus, il mangera du bon poulet. Tout le monde va gagner, tu vois. Tout le monde est gagnant. Mais ce qui est marrant sur la feed, c'est que, tu vois, là pour le coup, c'est vrai que moi je connais assez bien le marché maintenant, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que les gens veulent souvent un truc hyper compliqué. Mais ils se rendent pas compte, tu vois. Ils veulent faire des catégories, des trucs. Ce qui est normal parce que je pense que plus tu as un réseau développé, plus tu as envie de faire de la spécialisation, etc. Mais souvent, quand tu prends, en fait, on parlait de McDo. Tu vois, McDo qui est quand même le pionnier, même dans la restauration globale. Tu regardes leur programme de feed, ils sont pas embêtés, McDo. Ils ont fait 1 euro égale 1 point. Tu as 5 récompenses. Et en fait, il est hyper engageant, leur programme de fidélité, tu vois. Mais juste parce qu'ils ont fait une expérience qui est simple, tu viens, tu gagnes des points, tu sais ce que tu as, tu vois. Il faut trouver le bon alliage avec la générosité. Moi, j'ai travaillé sur le programme de feed. J'étais chez Cogent quand on a lancé le programme de feed. Ouais. Et donc, il y avait, pareil, on s'est posé des questions sur qu'est-ce qu'on allait faire comme programme. Et on est arrivé à quoi ? On est arrivé à la même chose que McDo. Ouais. C'est-à-dire 1 euro égale 1 point. Enfin, c'est pas 1 euro égale 1 point, mais c'est le système. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et après, tout ce qui compte, c'est de bien calibrer ta générosité. Pour que quand même, il ne faille pas que tu dépenses 100 euros pour avoir un café. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est ce que McDo fait très bien, c'est que tu dépenses 75 euros, tu as un menu gratuit. C'est quand même... Là, en termes de générosité perçue par le client, elle est énorme. Et McDo, ils ont tout compris. C'est beaucoup plus cher de conquérir un client que de le retenir. Et c'est le double à peu près. D'accord ? Parce que de la conquête, c'est toutes tes campagnes promo, toutes tes offertes que tu fais. Si tu rajoutes les people aussi. Pour conquérir un client, une fois qu'il est chez toi, avec ton programme de feed, tu lui offres un menu tous les 75 euros d'achat. En coût matière, ça ne va pas te coûter grand-chose. Parce que McDo, ce n'est pas des produits fins. Donc, ça ne va pas te coûter grand-chose. Et en plus, le client est content. Donc, vraiment, la fidélité aujourd'hui, pour moi, c'est très, très important. Et il faut vraiment arriver à développer un beau programme de feed pour avoir de la bonne data, bien l'analyser et bien la travailler. Et de toute façon, je peux que être d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais tu parlais de la marque où tu disais aujourd'hui, on a quand même un enjeu de développer la marque, la faire connaître. Qu'est-ce que vous mettez en place ou qu'est-ce que vous allez mettre en place ? C'est quoi la stratégie du coup pour mettre en avant à fond la marque ? Il y a l'emplacement évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies derrière ? Alors nous, on met beaucoup l'accent sur le produit, tu l'as compris, parce qu'on est fiers de notre produit, de nos ingrédients. Donc on met vraiment l'accent là-dessus parce que objectivement, il est meilleur. Tu me crois ? Maintenant que tu as goûté, tu le sais. Objectivement, on trouve que notre produit est meilleur, qu'on a des super équipes pour le vendre et que c'est vraiment une belle marque, avec une belle ADN. La Louisiane, c'est un état sympa. Il y a vraiment toute une culinarité autour de notre offre. Et donc, c'est là-dessus qu'on a envie de faire connaître. Et sur notre marque, une marque musicale, tu vois, à chaque ouverture, on fait venir un brass band. Donc, qui fait du jazz. C'est vraiment ça l'ambiance Popeyes. Est-ce que du coup, dans tout ce que tu dis, tu vois, parce que vous avez des produits frais, justement, tu vois, même les ouvertures, ce que vous faites et tout, est-ce qu'il y a une volonté de justement se détacher de l'image fast-food et même de tes concurrents directs, en tout cas de montrer que vous en êtes un, mais que chez vous, c'est différent ? C'est ce qu'on essaie de faire. Je pense que c'est ce qu'on essaie tous de faire. C'est qu'en effet, on a un fast-food parce qu'on a tous les codes du fast-food. C'est-à-dire, tu arrives, tu commandes sur une borne, tu es servi sur un plateau dans une vaisselle réutilisable. C'est nous qui débarrassons ton plateau, mais on fait beaucoup attention à notre décor, par exemple, pour que justement ce soit des beaux restaurants avec des matériaux qualitatifs, une belle assise, que tu sois bien, une musique sympa, un Wi-Fi performant. Donc, on essaie d'être vraiment d'être un fast-food, mais qualitatif. Toujours à des prix complètement dans le marché. Et attends, j'avais une question justement par rapport à ça. Attends, tu disais fast-food. Attends, je vais l'avoir oublié.
Fast food poulet. Fast good. Fast good. Non, je te jure, putain, en plus c'était. Bon, bah, c'est pas grave. Elle me reviendra après. J'avais une autre question par rapport à tout ça, c'est que tu as une grosse expérience dans la restauration. Tu as dit que tu avais de la famille qui travaillait dedans, tu as fait des services. Tu as un peu craqué le truc où tu sais en fait ce qu'il faut regarder. En fait, pourquoi tu n'as jamais monté de resto? Ça, c'est une très bonne question parce qu'en plus, j'avais plusieurs idées de concept. Ok. Ça m'a beaucoup traversé l'esprit et je crois que j'en ai tout simplement eu pas le courage. Ok. Objectivement. J'ai vu le travail que c'était. Mm-hmm. Mon grand-père, mes frères, je vois le travail que c'est. C'est la restauration, c'est 7 jours sur 7, Ouais. midi et soir. C'est difficilement conciliable avec une vie de famille, objectivement. Ouais. Et j'ai jamais franchi le pas. Ok. Donc, et il est jamais trop tard. Ouais. J'ai que 42 ans. Mais c'est vrai que tu vas peut-être trouver que j'ai le rôle le plus facile, parce que moi, je suis là pour essayer d'améliorer les choses. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui franchissent le pas et qui prennent le risque de se lancer de zéro. Ouais. Parce que ton concept... Alors, quand tu es une marque puissante, c'est un peu différent. Quand tu es franchisé, c'est peut-être un peu différent. Tu vois, quand tu prends un emplacement, quand tu vas prendre la marque Popeye, tu as déjà des garanties. Ouais. La marque fonctionne, les ratios sont bons. Donc, tu as déjà plus de garanties quand tu lances une marque comme 17h45 que tu as reçu, Ephémera dont on parlait tout à l'heure. Il y a un vrai risque derrière avec un... Tu pars de zéro, quoi. De toute façon, il faut tout créer, quoi. Ouais. Et j'ai jamais eu le courage de me lancer. Ok, bon, peut-être un jour. Comme tu as dit, on sait jamais. Mais j'aime accompagner Alain Ducasse, accompagner Alain Cogent, enfin l'entreprise Cogent, accompagner Popeyes. Je prends autant de plaisir. Ok. C'est vraiment sympa. Ouais. Et puis là, encore une fois, sur Popeyes, ce qui est cool, c'est que tu es arrivé au tout début, donc il y a, entre guillemets, tout à faire. Et en plus de ça, comme tu es soutenu quand même par un réseau qui est déjà assez important, du coup, c'est quand même assez agréable, j'imagine, pour toi derrière. Pour expliquer un peu tout ça aussi, tu parlais de la franchise. Donc en 2025, les premiers franchisés. Comment ça se passe du coup? Parce que quand tu dis t'ouvres en propre, moi ce que j'avais pas compris, c'est que du coup vos restaurants actuels, en fait, c'est le groupe qui les détient. Exactement, c'est des succursales. Ok. Je trouve que tu peux tout faire, mais je trouve ça difficile si t'as pas toi éprouvé le modèle. Ok. En France, en tout cas. Ouais. D'arriver et de dire j'ouvre en franchise tout de suite. Le franchisé, il va mettre quand même de son argent personnel. C'est des gros investissements. Un restaurant, ça coûte cher à construire. Et tu as besoin de pouvoir lui offrir des garanties. Donc, c'était hyper important que nous, pendant au moins 2 ans, là, on teste le modèle, qu'on améliore les ratios, parce qu'on n'a pas commencé avec les super ratios qu'on a aujourd'hui. Il y a une phase d'apprentissage, bien sûr. Surtout sur du frais, comme nous on travaille. Donc tu as toute une phase d'apprentissage pour améliorer tes ratios de personnel, améliorer tes ratios de COGS. Et donc maintenant, on a un vrai modèle qui tourne, qui gagne de l'argent. Et donc maintenant, on est prêt, Popeyes est prêt à s'ouvrir à des franchisés. Okay. Donc on vise 2025 et puis on a déjà des premiers contacts. Et du coup, l'objectif, c'est d'avoir tu parlais de 15 en 2025, si j'ai pas de bêtises. Pour l'instant, on a 15 restaurants propres. Ouais. On en aura plus d'une vingtaine en fin d'année. Et l'année prochaine, on verra combien on en ouvrira en franchise. Ah ok, il n'y a pas de... Vous n'avez pas un objectif annuel de... Non. Okay. Des restaurants, oui, beaucoup. Entre 20 et 30, je te dirais, on va ouvrir des restaurants. Et après, qu'ils soient en propre ou en franchise, nous, on a un ordre d'idée de vers quel pourcentage on aimerait tendre. Okay. Mais ça peut encore changer. Ok. Et je crois que j'ai retrouvé ma question de tout à l'heure aussi. Alors, tu vois, on rétropédale sur un truc, mais tu sais, il y a eu un moment, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais il y a eu la course, tu sais, des menus à 5 €. Tout à fait. Les 3, ça a été lancé par McDo avec DJ Snake, si je ne dis pas de bêtises. Après, il y a Burger King, le King Deal, KFC, j'ai oublié le nom. Vous de mémoire, je ne sais plus si j'ai pas... Si, on en a un. Ah, vous en avez un aussi. On a un menu deal aussi avec un sandwich cruncher, qui est un excellent sandwich avec un tender à l'intérieur, une frite et une boisson. 5 €. 5 €. Et du coup, en fait, ma question par rapport à tout ça, c'est que tu sens qu'il y a quand même le chef de file qui est McDonald's, quand même. Et donc, du coup, en fait, tu es toujours obligé de suivre la cadence en fait, du mastodonte et de dire où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait. Parce que, du coup, à l'époque, je me rappelle, c'est eux qui avaient commencé avec les bornes. Après, tout le monde a voulu mettre des bornes de commande. Après, ils ont fait un peu le service à table. Tout le monde a voulu faire du service à table. Histoire de ce menu. Tout le monde fait le menu. Donc, il y a quand même ce truc où t'es obligé un peu toujours de suivre le leader. Alors, obligé de suivre. Là, sur ce point-là, ce serait plus une approche dans le contexte actuel inflationniste.
plus que de suivre le leader. C'est-à-dire que les gens ont un vrai souhait, un vrai besoin de pouvoir se nourrir pour pas cher. Et donc, nous, on l'approche plutôt comme ça. C'est vraiment pas pour suivre McDo ou Burger King, c'est vraiment plus pour répondre aux besoins des gens et pour les accompagner dans cette période qui est un peu plus compliquée. Donc, c'est plutôt ça, plutôt que d'aller suivre ce que fait McDo. En fait, on n'a pas la même protéine, puisque nous, on est vraiment protéine poulet. Donc, on est assez libre, on se sent vraiment assez libre de ne pas avoir à les suivre. Et ce qui est intéressant sur ce que tu disais sur les bornes, c'est que McDo, quand ils ont lancé les bornes, ils s'attendaient... Pourquoi ils ont lancé les bornes au début ? C'était pour avoir moins de personnel. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais McDo, au début, tu avais, comme chez Cogent, une file de 10 caisses. Et là, tu t'arrivais en caisse, tu te faisais bombarder. Menu, frites coca, c'est tout. Et toi, tu étais là, oui, c'est rien. Et donc, ils ont lancé ça pour gagner sur le personnel. Et sur quoi ils ont gagné d'autres ? Sur le ticket moyen. Ils ont fait 50% de plus en ticket moyen. Parce que maintenant, tu es derrière ta borne, tu es peinard. Tu regardes tranquillement et à chaque fois que tu prends un truc, on te pousse un autre produit. Tu prends un menu, clac, on te pousse un café, un McFlurry. Ah tiens, je prendrais bien un dessert, etc. Et ça, c'était pas prévu. Comme la livraison. C'est le même piège. Exactement. Sauf que la livraison, des fois, c'est un tout petit peu plus cher. Donc, le ticket. Mais sauf que le ticket, ils sont malins en livraison parce que, tu vois à la fin, t'additionnes et puis à un moment, tu dis, putain, 40 balles quand même. Exactement. Mais c'est le même Mais c'est toute la puissance. Et pourquoi tout le monde a des bornes ? Parce que c'est hyper efficace. Déjà, le client, il est tranquille. Il va à son rythme. Et maintenant, nous, ce qu'on va mettre sur Popeyes, je crois que tu m'en avais parlé. C'est le service commande à table. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire, tu arrives, tu t'installes, tu scannes ton QR code et sur ton portable, tu passes ta commande, tu vas être servi à table. Tu as oublié de prendre un dessert parce que souvent, tu prends alors, ils te proposent de... Quand tu prends un dessert, après. On te la demande après, mais elle arrive, il faut que tu retournes en café. C'est quand même pénible. Là, tu la recommandes après, on te l'amène à table. Enfin, c'est génial, le service à table. Et ça va bien dans notre philosophie. Et toi, tu m'avais, je crois que quand c'était au téléphone rapidement, c'est aussi parce que vos flux sont trop importants et c'est pour diversifier les flux. Mais en plus, ça permet... L'expérience, toujours. Exactement, l'expérience, parce que moi, personnellement, je préfère attendre tranquille à table, installé, à parler avec mes amis ou ma famille, que d'attendre pendant un quart d'heure debout si tu dois attendre un quart d'heure. C'est quand même pas la même expérience client. Donc l'idée, c'est vraiment que le client ait la meilleure expérience, la plus fluide en restaurant. Mais après, toi, l'impact aussi, c'est les opérationnels. C'est que du coup, même en cuisine, tu as des commandes qui arrivent d'autre part, les métiers évoluent, même si tu as déjà du service à table, mais là maintenant, c'est commander service à table, donc il faut prendre tout ça en compte aussi. Mais de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Donc tu peux pas aller contre le sens de l'histoire. Tout ce qui est meilleur pour le client, de toute façon, à terme, il faudra aller dessus. Parce que ce que tu veux, au final, moi, ce que je veux, c'est que les gens ils viennent chez moi et surtout qu'ils reviennent. Tu vois, c'est pas des one-shot. Il faut vraiment que quand ils viennent au drive, chez nous, pareil, je veux qu'ils aient une super expérience au drive. Parce que c'est important. Tous nos Popeyes, on a des drives. Je parle en province. Et c'est important que ce canal de distribution se développe. Alors ça, le drive, j'ai eu peu de gens que j'ai reçus qui en ont, mais apparemment le drive, c'est aussi un revenu qui est vraiment hyper intéressant. Alors c'est un gros investissement au départ, parce que je crois que c'est toute la logistique pour les voitures. Les pistes, c'est du matériel digital encore, ta borne de commande, etc. T'as peut-être même des assurances, non ? T'as pas des trucs comme ça ? Non, il n'y a pas de risque là-dessus. Mais par contre, il paraît que le panier et le ROI, entre guillemets, du drive est hyper intéressant. Le drive, c'est rare que ça soit quelqu'un de tout seul qui viennent en drive. En général, c'est... Ça m'est déjà arrivé, mais... Oui, c'est drive, bien sûr. Des moments difficiles. Des plaisirs coupables. Mais c'est vrai qu'en général, c'est plutôt une famille. Et puis c'est sympa. On est habitué à ça, ça nous rappelle notre jeunesse. Le drive. Mais c'est vrai que c'est maintenant en province, c'est très courant. Et les restaurations de fast-food traditionnelles, tu fais environ entre 20 et 30% de ton chiffre sur un drive. Donc c'est quand même significatif. Ouais, carrément. Et tout ça te permet pour la franchise demain aussi de justement avoir tous ces KPI-là. De toute façon, aujourd'hui, quand tu es en province, tu es obligé d'avoir du drive, de la livraison, du service à table, de la vente à emporter, du click and collect. Enfin, tout ça, c'est... Je veux dire, si tu vas quelque part et que tu n'as pas ça, le click and collect, moins sur un drive. Mais ça devient des must-have un peu. Et tu parlais, pour revenir rapidement aussi, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la feed, etc., de la donnée client. Nous, c'est un truc qu'on traite, évidemment, mais moi, je suis arrivé en 2019 chez Pongo, on commençait à en parler. Les gens, ils se disaient, il faut qu'on ait de la donnée, mais on ne sait pas trop pourquoi. Plus ça avance, plus les gens veulent de la donnée. Ils ont des fois du mal à savoir comment l'utiliser. Selon toi, pourquoi dans la restauration, et je pense même le commerce au global, on a du mal à prendre ce virage sur la data qui est hyper importante. Tu parlais, tu vois, tout le monde sait qu'un client fidèle coûte moins cher qu'un nouveau client. Mais pourtant, tout le monde investit sur l'acquisition. Et des fois, nous, on a du mal à comprendre ce truc-là, parce que tu vois, on le martèle, on l'explique,
Pourquoi, à ton avis, il y a ce truc-là encore? Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, où tu disais, quand on a parlé de la fiche technique, comment le restaurateur allait fixer ses prix, où au final, il faisait de la finance sans le savoir. Parce que c'est pas technique. Là, analyser de la donnée, ça devient technique. Et ça, c'est un vrai métier. C'est-à-dire que, par exemple, chez Cogent, on avait une data analyst qui a créé ce qu'on appelle un warehouse de données. Donc, c'est-à-dire que toutes les données se déversent, tes données de paie, tes données de caisse, tout se déverse dans un endroit. Et elle, son job, c'était de le ranger correctement et de faire parler ces chiffres. Et donc de sortir des reportings, comme je disais tout à l'heure. Aurélien, il adore venir le mardi manger un chicken sandwich. Son job, c'était ça. Ça, c'est un métier. Un restaurateur qui est peut-être pas hyper à l'aise avec l'informatique, mais jamais il pourra faire ça. C'est-à-dire que toi, tu vas lui donner de la data avec son système de feed. Il va avoir de la data, mais il va pas quoi savoir en faire. Bien sûr. Et ça, pour le coup, c'est un vrai métier. Mais notre métier, c'est de la vulgariser, comme on dit chez nous aussi, justement. Tu vois, de la rendre intelligible pour tout le monde et que ça soit hyper actionnable. Et je pense que c'est ça la grosse différence entre les deux. C'est que gérer un restaurant, naturellement, tu vas le faire sans savoir que tu le fais. Analyser de la data, c'est pas pareil. Ça, pour moi, c'est un vrai métier. Ouais, mais tu vois, c'est quand même un métier, la restauration. Tu vois, ma mère, moi, elle était franchisée aussi à Montpégast, une chaîne d'une vingtaine d'établissements. Il y en a moins maintenant. Mais tu vois bien que quand même, un restaurateur, et je pense que tu sois franchisé ou indépendant, c'est 50 métiers en un, tu vois. Et donc, en fait, tu vois, toi, tu es sur la partie finance et tu nous as donné plein d'insights hyper intéressants sur quoi suivre, etc. Nous, on traite la feed, la data, on dit que c'est hyper important. Ensuite, on te parle de l'emplacement, le flux. Tu vois, le métier de restaurateur, aujourd'hui, quand même, il faut être un vrai couteau suisse, tu vois, pour bien le maîtriser, tu vois. Et je trouve que, tu vois, on traite des sujets qui sont importants, mais qui ont du mal encore à... Je trouve que la restauration, le virage, il met du temps à arriver et les gens ont du mal à comprendre encore tous ces trucs-là, tu vois. Je pense que ça vient du background des gens, peut-être. Tu vois, peut-être que ça marche... tu arrives plus à t'implanter dans des chaînes plus jeunes. Comme on disait tout à l'heure, un Éphéméra, un Big Mama, un 1745. Ouais, mais alors du coup, là, on voit que, justement, les plus old school, entre guillemets, s'y mettent de plus en plus parce qu'ils se disent « Ah, et on a un train de retard là-dessus. » Tu vois. J'imagine que chez Ducasse, vous ne traitiez pas, à mon avis, les sujets de data du tout. Non, pas du tout. C'était pas des sujets... Alors que chez Cogent, on a commencé, et chez Popeyes, bien sûr, on va le faire. Parce que c'est obligé. Si tu veux, pour faire de la croissance organique, c'est le meilleur. Et du coup, aux États-Unis, du coup, il y a... Et ce qui est dur, pardon, excuse-moi de te je t'en prie. Ce qui est dur, je pense, à comprendre, c'est que c'est impossible de montrer la rentabilité de ton programme de feed. Ah, mais ça, c'est quasiment impossible. Tu peux pas dire, maintenant que parce que tu n'as pas la donnée d'avant. Donc, je sais pas, moi, si Aurélien, il venait 4 fois par semaine avant. Donc, maintenant, je sais qu'il vient 4 fois par semaine. Mais avant, ça se trouve, Aurélien, il venait 5 fois. Et maintenant, il vient une fois de moins. Et en fait, c'est ça qui est dur à appréhender, je pense, pour les gens. C'est que c'est un gros investissement quand même. Parce que tu as la mise en place et après pouvoir analyser les datas, comme on disait. Et sauf que tu sais à partir d'un certain temps, donc tu mets un point zéro, et à partir de maintenant, Aurélien, je le suis, donc je sais quand est-ce qu'il vient, combien de fois il va venir. Mais est-ce que réellement, de lui offrir un café toutes les semaines, est-ce qu'il vient plus souvent qu'avant ? Je sais dire, tu viens de donner la définition de notre quotidien. C'est exactement ça. Et même, tu vois, on en parlait ce matin, on avait une grosse réunion là-dessus, justement, sur comment, en fait, on arrive à montrer, parce que je pense que c'est notre plus gros défaut, des fois, c'est de marketer les résultats qu'on apporte. Et tu vois, on a sorti plein de trucs maintenant pour nos clients. Il y a par exemple un truc qui montre que les clients encartés chez nous, donc qui sont dans le programme de feed, ils ont un panier moyen plus élevé. Mais en fait, on nous a dit, bah oui, mais c'est normal, c'est des clients fidèles. Donc en fait, tu as beau montrer par A plus B plus C que finalement, tu as quand même le sentiment que tu rapportes de l'argent, qu'on remet tout le temps en question, tu vois, ces trucs-là. Par contre, une fois que tu l'as implémenté, là, tu vas pouvoir le dire. Parce que là, tu vas vraiment suivre tes cohortes. Oui. Les gens, les cohortes, selon comment tu ranges tes datas. Et là, tu vas pouvoir dire, en année 2, par rapport à l'année 1, il est venu 3 fois de plus. Ça. En année 3, il est venu 5 fois de plus. Et donc là, tu vas amener un vrai... Mais le vrai ROI par rapport à ce que tu avais avant, c'est-à-dire rien, tu pourras jamais le démontrer. Mais l'exemple que tu as donné sur « mais si j'avais pas fait la campagne, il serait peut-être revenu », mais c'est tous les jours de notre vie qu'on l'entend. Bah ouais, parce que ce qui parle aux gens, c'est quand même, au final, on en revient toujours au même, c'est ton retour sur investissement. C'est-à-dire, ok, j'ai mis 10 € sur ce client, mais combien ça m'en a rapporté ? Mais c'est le propre, de toute façon, c'est à chaque fois la même chose, c'est toujours la même chose, c'est le propre du marketing. Et sur la feed, toi, chez Popeye, est-ce que du coup, il y a un truc il y a déjà quelque chose qui est mis en place aux États-Unis, j'imagine. Est-ce que du coup, ça veut dire que ça sera forcément la même chose que vous allez implanter en France ? Non, okay. On réfléchit, là, on est en cours de réflexion sur notre programme de feed, qui sera lancé probablement soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Donc encore sous quel format, mais ce qui est la vraie question, c'est quelle va être la générosité. Parce que en plus, on a des concurrents
qui sont très généreux, comme on le disait. Donc, on ne peut pas venir, nous, avec un truc qui soit moins bien. Souvent, moi, j'avais entendu, alors ça, tu pourras me le confirmer, qu'il faut toujours qu'une récompense, ça soit 5 à 8% en gros de la valeur marchande, en gros, t'offres à peu près ces trucs-là. C'est à peu près la norme. Et du coup, tu as raison si tu prends ça. C'est-à-dire que McDo, effectivement, sont hyper généreux. Ouais, McDo, ils sont au-delà de ça. Ok. Écoute, je regardais, ça passe assez vite. J'aime bien finir souvent sur toi. Déjà, toujours la même chose, un conseil. Que ce soit un entrepreneur dans la restauration, même quelqu'un qui voudrait se lancer dans la finance, tu vois, ou qui est dans la finance d'un réseau, pas forcément que de restauration. C'est quoi les choses dans toute l'expérience que tu as entre Ducasse, Cogent, Popeyes que tu as appris? Le terrain. Le terrain, même quand tu es en finance. Tu ne comprends pas, tu peux pas être pertinent dans tes analyses en regardant les tableaux Excel. Il faut vraiment aller en restaurant. Je te prends un exemple. Chez Ducasse, il y a un restaurant que je ne citerai pas qui faisait 5 couverts le midi. Et qu'on faisait 80 le soir. Et j'avais 5 personnes en cuisine le midi. Devant mon tableau Excel, ça me semblait mais complètement délirant. 5 personnes pour 5 clients, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai été en restaurant, faire un service le midi pour voir. Et en fait, je me suis rendu compte de quoi? C'est que tu avais une personne qui faisait la cuisine normale et que les 4 autres, en fait, faisaient toutes les préparations du soir. Parce que Ducasse, il faut faire des fonds, enfin tout est fait. Ouais, bien sûr. Donc il faut faire des fonds. Donc en fait, ces gens étaient là, mais ils ne travaillaient pas pour le service du midi. Et donc, si tu veux, pour être précis dans ma gestion, moi, de mon analyse de mon PNL, ces gens-là, je ne devrais pas les mettre impactés au service du midi, mais au service du soir. Et ça, si tu restes dans ton bureau et que tu regardes tes chiffres et que tu fais ton analyse bête et méchante, tu dis, coupez-moi des gens le midi, je comprends. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, allez sur le terrain. Enfin, toutes les meilleures trouvailles que j'ai faites, c'est pas en regardant au fichier Excel, c'est vraiment en allant parler avec les gens sur le terrain et en faisant des services avec eux, quel que soit le type de restauration. Et ça marche, là on parle de restauration, mais ça s'applique à tout. Bien sûr, carrément. Dans tout le retail, dans tout, même quand tu travailles dans le digital, aller au contact des clients, comprendre de quoi ils ont besoin, passer du temps avec eux, passer du temps avec tes équipes pour écouter quelles sont leurs problématiques, mais surtout le terrain. Et du coup, là tu as un exemple où tu as compris pourquoi il y avait ce truc-là, est-ce qu'il y a des fois où ça t'a permis de changer, justement de réajuster des choses? Ah bah là, clairement. Toi, dans ton tableau, du coup, tu as réajusté ce truc-là. Parce que c'est logique. Et l'idée, moi, mon job, c'est de présenter les chiffres pour qu'on prenne des décisions. C'est ça. Ouais, bien sûr. Moi, je donne les chiffres, l'image la plus honnête possible, la plus juste possible, du présent, et que je fasse des projections pour l'avenir. Mon job, c'est vraiment ça. C'est analyser ce qui s'est passé et dire ce qui va se passer dans le futur. Avec ce trend-là, avec les ouvertures qu'on va faire là, avec les gains qu'on va faire sur les achats. En fait, tu as plein de données qui viennent de partout. Et moi, je dois rendre ça intelligible dans un tableau qui résume tout ça. Et donc, les chiffres, au final, tu les présentes de la façon... Moi, j'essaie vraiment de les présenter de la façon la plus intelligible pour tout le monde. Et donc, pour avoir une vision juste. Et souvent... Des fois, les gens, ils aiment pas trop, je crois, parce que toi, tu peux avoir le bon comme le mauvais rôle. Oui, c'est plutôt souvent le mauvais. Quand même. C'est souvent... Parce que tu as la vérité. En fait, tu as une vérité qu'on n'aime pas trop entendre. Souvent, ce que les gens disent, c'est tu vas encore me couper mon budget, j'ai pas assez de budget, il nous faut plus d'argent, il me faut plus de gens. Bien sûr, mais moi, mon job, c'est j'ai du cash et je dois allouer le mieux possible ce cash. Voilà. C'est quoi en cash. Et donc est-ce que c'est le mieux de l'allouer sur du marketing ou sur de la promo? Est-ce que c'est le mieux de l'allouer une personne en plus dans ce département ou dans ce département? Est-ce que c'est mieux d'allouer plus de personnel en restaurant et de réduire le nombre de pertes parce qu'ils vont mieux les gérer, ou que les clients vont être mieux servis, donc je mets plus de personnes mais je vais avoir plus de chiffre d'affaires? Mais c'est même toi qui fais cette analyse-là? C'est des équations avec un nombre de multiples infini. Mais c'est toi qui fais cette analyse à la fin de dire où est-ce que tu penses qu'il faut investir? Nous, on fait des propositions. C'est-à-dire que par exemple, on va regarder... Ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps, c'est qu'on a regardé le chiffre d'affaires par tranche horaire. Et tu te rends compte de certaines choses qui peuvent des fois te sembler logiques, mais des fois non. Et donc, il y a des restaurants qu'on fermait, par exemple, je te dis n'importe quoi, à 23h, et on se rend compte qu'à 23h, on fait toujours autant de transactions que l'heure d'avant. Donc, on se dit, on ne peut pas pousser d'une heure. Si, allons-y, on pousse. Et puis, on le fait, de quoi on se rend compte qu'on fait toujours autant de clients. Et poussons. Parce que ça se trouve, notre amplitude horaire le vendredi, samedi, c'est pas la même qu'un lundi, mardi, mercredi. C'est ça qui est sympa dans notre job. C'est qu'il y a quand même beaucoup de bon sens. J'en vois pas des fusées sur la Lune, moi. C'est quand même beaucoup de bon sens et tu as un impact hyper vite. C'est-à-dire que tu prends une décision, on dit on ouvre le resto 1 heure de plus. La semaine d'après,
tout de suite, tu vois le résultat. Tu dis, bah tiens, on avait raison. Ouais. Ou, bah tiens, on s'est gouré. C'est factuel, en fait. C'est factuel. Ouais. C'est ça que j'aime dans mon job, c'est t'analyses des données de tous les départements. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu parles vraiment avec tout le monde. Et tu prends toutes ces données et tu t'en fais quelque chose pour les investisseurs, pour les directeurs. Parce que moi, je parle aussi bien aux fonds d'investissement pour leur expliquer le retour sur investissement, justement, les besoins qu'on va avoir, qu'au directeur pour lui expliquer sa performance. Et surtout, ce qui est sympa quand on a un réseau comme le nôtre, c'est qu'on peut comparer. Ouais, carrément. C'est-à-dire que là, j'ai 15 restos. Les 15, on peut comparer les COGS et la masse salariale. Et donc ça, si tu veux, c'est même imparable. C'est-à-dire qu'un resto qui fait le même niveau de chiffre d'affaires, mais qui fait 2 points de plus de masse salariale, je suis désolé, mais il n'y a pas de raison. C'est le côté justement où des fois, c'est factuel. Oui, mais moi, tu comprends, j'ai un escalier, moi j'ai ça. Oui. Mais j'essaye un peu, moi mon job, c'est de mettre un peu de rationnel derrière tout ça, quoi. Et de tirer la performance. C'est-à-dire que si j'en ai un qui arrive à faire tel pourcentage de masse salariale, et que tout se passe bien dans le restaurant, l'idée c'est pas que les gens soient fouettés ou que ça se passe mal, mais que ça se passe bien, il a ce volume-là, ça fait une telle productivité, et on va essayer de faire ça partout. Du coup, de comprendre, tu parlais du terrain, des fois c'est peut-être du coup d'aller comprendre chez lui pourquoi. Mais il n'y a que comme ça que tu peux comprendre. Il n'y a que comme ça, il y en a un qui va me dire qui a 2 poins de plus, aller passer du temps au restaurant pour comprendre pourquoi il a 2 points de plus. Carrément. Et peut-être que son restaurant est mal foutu, il est sur 3 étages, peut-être qu'il n'a pas de monte-charge, donc il est obligé d'avoir une personne en plus pour débarrasser. Il y a plein de raisons. Bien sûr. Chaque restaurant est différent. Bien sûr. Tu peux avoir plein de raisons, mais il faut les comprendre. Trop bien. Et si demain, du coup, quelqu'un se lançait sur le métier que tu veux faire, tu penses c'est quoi, du coup, on les a un peu compris, mais les grosses qualités? J'ai l'impression qu'il y a quand même l'empathie. Je pense qu'il faut être hyper empathique quand même dans ce métier. Très adaptable. Parce que tu as plein d'interlocuteurs différents. Être très curieux, parce que moi, je vais parler marketing, achat, IT, ressources humaines. Donc, il faut vraiment t'intéresser à tout. Omniscient sur tous les sujets. Voilà. Et puis, être à l'aise avec les chiffres quand même. C'est quand même mieux. C'est mieux, c'est mieux. Mais la curiosité. Je trouve que la curiosité, c'est important et être humble. Surtout, ne pas arriver en pensant que c'est toi qui vas apprendre un truc au directeur. Parce que toi, tu as vu ton tableau Excel et le mec, le mec, il est tout le temps dans son resto. Il connaît en général mieux que toi ce qui se passe. Donc, il faut être humble. Voilà. On est vraiment là. Ça reste une fonction support. On est là pour aider les opérationnels. On n'est pas là pour taper. Moi, je suis pas là pour taper sur la doigt de qui que ce soit. On a le même but, développer la marque Popeyes, ou avant développer Cogent, développer un Ducasse. Voilà, on est tous dans la même direction. Donc moi, je suis vraiment en support. Et je suis là vraiment pour les aider. Moi, je trouve que ce qui est trop bien, c'est que tu peux trouver un peu, tu sais, des fois, peut-être la poule aux œufs d'or, le produit que les gens n'avaient pas vu en disant, putain, les gars, je crois que j'ai trouvé le truc de fou qu'il faut pousser demain, tu vois. Je pense que tu as ce côté hyper cool du métier quand même, tu vois. Et ouais, ça, c'est sympa. Ça, c'est vraiment sympa. Et je te dis, ce qui est vraiment cool, c'est que tu vois tout de suite les impacts. Bon ou mauvais, parce que j'ai bien sûr j'ai pas pris que des bonnes décisions dans la vie, mais tu vois tout de suite les résultats. Et ça, c'est assez chouette. Et derrière, les directeurs de restaurants, tout le monde te dit qu'ils sont hyper contents. Enfin, tout le monde a gagné à la fin, quoi. Exactement. Chez Cogent, ils se moquaient de moi parce que je m'étais rendu compte les serviettes de table, où au final, ça nous coûtait plus de 100 000 € par an. Parce qu'en fait, en faisant un calcul bête et méchant, les quantités de serviettes données dans l'année sur le ticket, tu te rends compte qu'on donnait 4 serviettes par client. Parce qu'en général, tu fais quoi? Tu prends un en n'en donnant qu'une, en faisant attention en quantité, tu gagnes quasiment 100 000 €. Tu vois, ça, c'est encore une fois, c'est les petits tips. C'est aucun investissement. Aucun. C'est juste un peu d'intelligence, c'est un bien grand mot, mais un peu de bon sens. Bon sens. Bon sens commerçant. Ouais, mais tu vois, c'est parce que la serviette, tout de suite, tu te dis, vas-y, ça vaut 3 centimes. Et en fait, comme tu es sur du volume et les marges faibles, donc la resto, ça se voit direct. La restauration, tu l'as souvent dit dans ce podcast, c'est un métier de centimier. C'est chaque centime sur ta fiche technique. Enlever des raisins secs, ça peut te sembler bête. Et sur l'Excel, tu vois direct à la fin, en fait, tu changes et ça a changé tout le chiffre, quoi. Exactement. Trop bien. Donc, non, c'est un métier vraiment sympa. Et très opérationnel. Enfin, faut aimer le terrain. Ouais, mais du coup, je pense que ce qui est bien, c'est qu'effectivement, tu peux faire les deux. Là, tu es dans un réseau de toute façon qui va faire que se développer. Donc, je pense que franchement, pour toi, Alex, le challenge va être incroyable. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité, j'ai surtout. Vraiment apprécié. Encore une fois, souvent, c'est sur l'aspect plus entrepreneurial, c'est vrai, mais tu l'as dit et c'est assez agréable. Ça sent que tu touches à tous les sujets. Donc, on peut parler vraiment de tout. Donc, très cool.
Très belle année 2024, même s'il reste que 6 mois maintenant. Et on va suivre évidemment tout le développement en 2025. J'étais ravi et on te souhaite une très bonne continuation. Eh ben, merci, bonne continuation au podcast. Merci beaucoup, à plus.